La tech, elle est devenue un vrai enjeu et un problème public, précisément parce que d'une part, elle n'a pas de modèle social. Et en plus, cette industrie de la tech, elle crée peu d'emplois, ce qui est un vrai souci, une vraie anomalie du point de vue de la théorie économique qui postule que le progrès technique a détruit des emplois, mais ça en crée, et ça génère un tel niveau de richesse qu'on peut les redistribuer. Or, les industries de la tech, elles font tout pour pas redistribuer. Les gens qui en profitent, ce sont les investisseurs directs, les VC, les entrepreneurs, ou entrepreneuses, mais qui sont souvent des entrepreneurs quand même, et les salariés des boîtes qui sont arrivés tôt. C'est ces gens-là qui font la culbute. C'est une table de poker, la tech. Vous avez 2000 candidats et vous aurez une ou deux boîtes qui vont s'en sortir. La loi du marché américain, c'est de dire, ok, vous achetez nos produits si vous êtes satisfait déjà et si vous êtes en accord avec les valeurs du produit. Et il y a un mouvement qui correspond à ça, un mouvement politique qu'on appelle le consumérisme, qui est mal compris et entendu ici, mais c'est la culture du consommateur d'une certaine façon. C'est-à-dire que rien ne vous oblige à utiliser tous les produits de la Silicon Valley, absolument rien, mais rien. Quand Peter Thiel vous parle de l'avenir, il vous parle de son passé. On est face à des gens extrêmement agressifs, extrêmement déterminés, extrêmement équipés aussi, et qui ont une conception du futur et de ce que c'est le monde, qui est à la fois hyper réductrice et en même temps très structurée. Il y a la moitié du monde qui est sous pavillon américain à travers les moyens de communication de la Silicon Valley. Il y a la moitié du monde qui vit à longueur de temps suivant les modes de civilité de la Silicon Valley. Allez sur LinkedIn, allez sur Facebook, regardez comment Amazon est organisé, juste le design de ces outils. YouTube, même chose. On retrouve tout un tas de valeurs, de mode de civilité, de type d'esprit, de philosophie, même qui est encapsulé dans les plateformes et dans ces outils. Il y a quand même une marge de manœuvre qui tient à l'éducation, qui tient à la formation. Par contre, c'est un temps long, c'est un temps plus long, c'est un temps qu'à 25 ans. Il a fallu que je travaille comme un dingue pour rattraper mon retard. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Bernard Frédéric, à commencer une psychothérapie avec moi ? Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Alors non, nous allons pas parler psychanalyse ici. Ah non, non, vraiment pas. On va bien parler de sociologie et plutôt de tech. Mais bon, faut se l'avouer que ça pourrait nous aider au vu du contexte actuel, l'histoire du gouvernement en France, le budget, les élections, les émissions, la démission en Allemagne, la guerre. C'est un peu la folie en ce moment. Mais tiens, en parlant de folie, ça a été pas mal documenté. Mais vous avez vu l'arrivée de Musk dans le gouvernement américain ? Ah oui, au poste de responsable de l'efficacité gouvernementale. Et ouais. Alors là, je vois vraiment pas de qui tu parles. C'est quoi ? C'est un nouveau comic, c'est ça ? Alors, c'est possible, mais on doit pas avoir le même humour. C'est un peu juste dingue. Toi, t'es un imposteur. Moi, je suis un imposteur. Ta secrétaire, l'autre mec qui se prend pour Gilles, on est tous des imposteurs. Mais est-ce que Bernard Frédéric t'empêche d'exercer ton métier d'imposteur ? Non. T'es gentil. Tu n'empêches pas Bernard Frédéric d'exercer sa profession de Claude François. Ouais, bon, alors, juste entre être Claude François et être à la gouvernance d'un pays, c'est pas tout à fait pareil, monsieur Bernard Frédéric, même si pour le côté imposteur, nous pouvons en discuter. Et c'est d'ailleurs peut-être l'objet de cet épisode. Nous assistons aujourd'hui à une grande première, un mélange de politique et de tech. Alors, comprendre la logique de la tech dans ce mélange et voir comment il a complètement débridé ces grands chefs d'entreprise, comprendre ce que cette arrivée démocratique dit de notre société, où sont les origines de ce à quoi on assiste. Voilà toutes les questions que nous pouvons nous poser et pour nous aider à y répondre, nous recevons Olivier Alexandre. C'est un sociologue français chargé de recherche au CNRS, spécialiste de la culture et du numérique. Il a publié de nombreux ouvrages, dont son dernier livre, La Tech, quand la Silicon Valley refait le monde, paru en 2023 aux éditions Seuil. Il est aussi membre du Centre Internet et Société. Il a été aussi chercheur invité aux universités de Northwestern et de Stanford. Et aujourd'hui, il est directeur adjoint du Centre Internet et Société et enseignant à Sciences Po Paris. Rien que ça. Eh ben, on a un sacré client pour nous aider à y voir clair, là. Et ouais ! Avec lui, nous regarderons ce que ça fait quand la tech entre au pouvoir, puis nous reviendrons aux origines, à la naissance de cette idée en observant la sociologie de la Silicon Valley. Et enfin, nous nous questionnerons sur ce que ça dit de notre société. Moi, je vous le dis, ce programme est ultra dense. Il faudra respirer un peu. C'est pourquoi je vous propose 2 chroniques magnifiques, super rafraîchissantes. Le Patch Tech. Ah, le grand retour. Oui. Et la tech entre les lignes de Louis de Diesbach. Toujours aussi fidèle. Mais sans plus attendre, accueillons notre invité, Olivier Alexandre. Bonjour Olivier. Salut Olivier. Bonjour. Bonjour. Peut-on se tutoyer ? Ouais, bien sûr.
Parfait. On est vraiment, vraiment, vraiment ravis de t'avoir pour échanger sur ces actualités absolument bouillantes. On est le 17 janvier et notre épisode sort début février. Installez-vous bien confortablement. Vous qui nous écoutez, c'est le moment de notre grand entretien. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Salut Olivier, notre ami Thibaut vient de le rappeler, l'actu est véritablement bouillante en termes de position politique de la part des géants de la tech. Alors, pour un petit rappel, donc on est le 17 janvier au moment où on enregistre, cet épisode est diffusé début février 2025. Mais ces derniers mois, entre le rapprochement assez incroyable pour certains de Musk avec Donald Trump, désormais a priori peut-être au gouvernement, on ne le sait pas encore, l'investiture c'est le 20, on est le 17, bon bref. Zuckerberg qui fête cette nouvelle année en nous annonçant que c'est terminé le fact-checking, fuck la modération. Et un petit peu de testostérone. Devenu ou révélé totalement viriliste, avec ses chaînes en or, les muscles saillants, etc. Le grand fan du MMA. Et fuck la modo, et fuck les woke, etc. Google qui bombe le torse lui aussi, là, tout juste hier, qui annonce que finalement la modération sur Google, sur YouTube, etc., comme le souhaiterait l'UE, c'est pas pour eux. Alors, Olivier, j'ai une question. L'influence de la Silicon Valley est-elle finalement le nouveau visage d'un colonialisme technologique ? Colonialisme, ça se réfère vraiment à la question des anciens empires construits il y a 4 siècles et la manière dont ils continuent à exister aujourd'hui. Et j'ai des collègues qui travaillent sur cette question-là et qui essaient de reconstituer par exemple la chaîne de production dans le domaine de l'intelligence artificielle qui prend bien souvent les anciennes routes coloniales, mais qui est peut-être une question... Alors, pas différente, mais une sous-question de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, politiquement, aux États-Unis, et puis un peu partout dans le monde, où on voit se mettre en place des choses qui politiquement pourraient sembler un contresens, qui est l'alliance entre des représentants de l'industrie des nouvelles technologies, pas tous, mais un certain nombre, et des figures populistes. Je dis contre nature parce que effectivement ils défendent pas du tout les mêmes intérêts, ils s'inscrivent pas du tout dans les mêmes histoires, voire ils vont proposer des solutions d'un côté et de l'autre qui sont absolument antinomiques. C'est ça qui est intéressant, j'aimerais bien qu'on t'entende sur les figures qui se sont rapprochées du pouvoir. On sait que par définition ou par essence en quelque sorte, la Silicon Valley abrite des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont plutôt mus par des valeurs libertariennes. Là, l'accession au pouvoir pour la deuxième fois de Donald Trump qui veut s'affranchir de tout un tas de choses, est-ce que c'était finalement la fenêtre tant attendue par ces patrons d'entreprise pour pouvoir mettre à plat un petit peu toutes les infrastructures qui les empêchent de tourner en rond, on pense à la régulation notamment, etc. Moi j'ai plutôt l'impression de voir un gang de super vilains qui est en train de se rassembler comme dans les comics. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Qui sont ces figures ? Et est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur leur philosophie ? Oui, déjà, l'histoire elle n'est jamais écrite, ni dans le passé, parce qu'on n'a de cesse de la réécrire, ni dans le futur. Et en l'occurrence, il y a des tendances lourdes, et c'est important du coup de comparer, de regarder ce qu'il y a dans les différents pays. Mais il y a aussi un ensemble d'événements qui étaient assez peu prévisibles. Notamment, il y a 1 an, si on avait dit que Donald Trump se retrouverait à Washington à nouveau, alors qu'à cette époque-là, il était sur le banc des accusés dans différentes affaires, et que Elon Musk serait son principal soutien, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui aurait misé dessus. Deuxième point, faut pas oublier quand même que dans la Silicon Valley et aux États-Unis, Kamala Harris a eu plus de soutien que Donald Trump. Il y a plus de milliardaires en général qui ont soutenu Kamala Harris que. Oui, en un temps très court en plus. Et oui, absolument. Et il y a plus de, il y a eu plus de votes au sein de la Silicon Valley et dans la Californie en règle générale pour Kamala Harris que pour Donald Trump, ce qui est absolument logique. Après, les gens qui sont autour aujourd'hui de Donald Trump, qui viennent du secteur de la tech, ils ont des histoires un peu différentes aussi. Alors, il y a Elon Musk qui est au cœur, qui est absolument central, vocal, puissant. Il y a mis beaucoup de ressources et d'investissements. Et puis après, il y a d'autres figures
qui sont plus ou moins opportunistes. Le secteur des cryptos, qui a vu en Donald Trump vraiment un allié vital, précisément parce que l'administration Biden voulait mettre un terme à l'industrie des cryptos, donc ça réglait le problème. Enfin, pardon, mais il faut rappeler que Trump est aussi opportuniste, parce qu'au début, c'était pas un grand fan des cryptos, hein, jusqu'à ce que les milliardaires investissent dans sa campagne, justement parce qu'ils avaient des intérêts également dans les cryptos. Oui, bien sûr. Il vous a mais ce que tu es en train de nous dire surtout, la cohérence morale ou logique de Donald Trump, elle est quand même extrêmement qui se ressemble, ça semble. Hein. Ouais. Mais effectivement, juste un petit point, parce que ce que tu viens de nous dire, c'est qu'en réalité, en creux, les figures de la tech qui soutiennent Musk ne sont pas représentatives de l'ensemble de la tech, et loin de là, puisque massivement la Silicon Valley avait plutôt soutenu Kamala Harris. C'est ça qu'il faut retenir ? Pardon, qui soutiennent Musk ou qui soutiennent Donald Trump ? Parce que ni les soutiens de Musk sont tout à fait finalement, alignés. C'est un peu les mêmes, donc on finit par confondre. Non, effectivement, c'est une alliance composite qui est assez minoritaire, en fait, qu'il était avant l'élection. Là, on va voir ce qui va se passer. Mais elle était assez minoritaire, c'était une centaine de personnes, en gros. Et puis, il ne faut pas oublier que la Silicon Valley, c'est un point auquel je tiens en termes de précision, c'est 2,7 millions d'habitants. C'est 300 000 emplois directs dans le secteur des nouvelles technologies. C'est combien 30 000 millionnaires et c'est 65 milliardaires. Et sur ces 65 milliardaires, c'est une quinzaine qui occupent et défraient la chronique. Donc voilà, elle est très mal connue en fait en termes de secteur, mais comme beaucoup d'autres entreprises, on connaît juste le sommet de l'iceberg. Enfin, les médias connaissent juste le sommet de l'iceberg. Ce qui veut pas dire que ce sommet est pas important à scruter. Hein. C'est justement ça, probablement l'écueil que l'on a, c'est que si c'est que le sommet de l'iceberg qui défraie la chronique, comment ça se fait qu'on n'entende pas tous les autres aussi sur ce sujet-là ? Pourquoi est-ce que finalement on n'entend que les grands qui se débrident complètement et que les autres restent muets d'un silence absolument surprenant ? Ouais. Ou c'est l'effet des médias, ça peut-être ? C'est le grossissance des médias, peut-être ? Il y a différentes choses. Déjà, ils sont au travail, hein, la majorité de ces gens. C'est quand même une industrie où on travaille beaucoup, mais c'est pas juste une blague. On savait que Musk faisait pas grand-chose. Non, mais c'est pas juste une blague. Il parle beaucoup, en tout cas. Non, mais alors lui, s'exprimer fait partie de son travail. Ouais. Alors, c'est pas juste une blague, c'est-à-dire que dans cette industrie, qui a été proche à différentes époques et de différentes manières du politique sous ses différentes formes. Faut pas oublier que quand même l'informatique, sans l'appui de l'armée et des budgets militaires, aurait pas pris ce tournant et ce développement aux États-Unis et particulièrement dans la Silicon Valley. Faut pas oublier non plus que faire de la tech. Alors, ça s'est traduit différemment en fonction des époques. Mais faire de la tech, pour beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, c'est faire de la politique, mais pas comme les politiques. C'est-à-dire, c'est lier les gens, c'est créer des collectifs, c'est promouvoir des valeurs, mais pas du tout suivant les canaux institutionnels classiques. Ouais, c'est la cybernétique, c'est l'origine de la philosophie de la tech de la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'en est carrément éloigné, c'est ça ? On s'en est carrément éloigné, ou au contraire, et alors c'est là où il y a un vrai malentendu, ou au contraire, ce projet-là s'est tellement développé qu'il en arrive à conquérir aussi la sphère politique. Voilà, c'est plutôt ça en fait, ce qui est en train de se passer. À quel moment on a ce tournant-là finalement ? D'une tech qui est là pour le business à une tech qui prend le pouvoir ? Déjà, faut pas oublier qu'aux États-Unis, le marché, la démocratie vont main dans la main. Il y a même pas vraiment de distinction. Alors je vous le dis vite parce que on pourrait en parler pendant des millénaires de cette question. Mais je veux dire, le rapport au marché, le rapport à l'individu, le rapport à la liberté, puisqu'il en est beaucoup question ces derniers temps, et les consubstantiels aux institutions et au mode de pensée et à la manière dont les Américains s'inscrivent et vivent leur citoyenneté. Beaucoup plus que dans nos vieux pays. Et dans nos vieux pays, j'inclus à la fois les pays européens, mais aussi l'Inde ou la Chine ou la Russie, qui n'ont pas du tout le même rapport aux politiques, au public et au marché. En France, dès qu'on parle marché, les gens beaucoup de gens sont soupçonneux. Ça sonne comme un gros mot, quoi. Sont soupçonneux, ou l'argent. Aux États-Unis, absolument pas. Culturel. Aux États-Unis, la moitié des bacheliers veulent devenir entrepreneurs ou entrepreneuses.
Et sur cette notion de liberté d'expression, parce que celle-là, elle est quand même au cœur du débat, elle est quand même aussi au cœur du débat qui nous intéresse, puisque là, ce qu'on va beaucoup regarder, c'est comment la tech est en train de prendre le pouvoir, comment la tech est en train de jouer un rôle dans la marche du monde, dans la marche démocratique du monde. Donc il y a la question de cette liberté d'expression qui est finalement au cœur du truc. C'est sincère pour toi quand ils disent la liberté d'expression, c'est que chacun puisse dire n'importe quoi, ce qu'il a envie, et ça allié ensuite aux algorithmes de créer des bulles qui sont hyper néfastes et de faire ressortir des théories complotistes encore beaucoup plus fort que la vérité. Ça, on l'a vu sur plein de précédents épisodes avec d'autres invités. Je vous renvoie vers David Colomb pour n'en citer qu'un. Entre autres, tout à fait. Donc, c'est sincère quand ils te disent que c'est ça leur vision, que la modération, elle est contre la liberté d'expression dans ce contexte algorithmique. Oui, parce qu'il parle carrément de censure, notamment dans le discours de Zuckerberg et sa fameuse vidéo. Et censure, il parle de censure quand il désigne en fait la régulation qu'il aurait Est-ce que tu imposée. penses que ça c'est sincère, ou est-ce que c'est une vision du monde et du pouvoir, ou est-ce que c'est juste d'un point de vue business qui t'assène ces idées-là? Alors, je vais vous faire une réponse un peu déstabilisante, je crois. Vas-y, je suis prêt. Alors, peut-être sibylline aussi. Allez, on précisera au pire, vas-y. Qui est que le temps n'est pas linéaire. Alors, Einstein. Ouais. Oui. Le temps n'est pas linéaire. Et alors, cette question de la liberté d'expression, elle nous renvoie d'une certaine façon à la scène primitive, archaïque que sont les États-Unis, puisque c'est le premier amendement, la liberté de croyance, la liberté d'entreprise, la liberté d'expression. Et en même temps, ça nous renvoie vers le futur, parce que le grand projet de la Silicon Valley, c'est démocratiser, universaliser, donner le maximum de moyens aux gens pour croire ce qu'ils veulent, pour entreprendre ce qu'ils veulent, et pour dire ce qu'ils veulent. Et ça, ça s'inscrit dans la très longue histoire de la Silicon Valley. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions et des mises en tension, à la fois politiques, qui est le défi des États-Unis et qui est le défi, du coup, est la question qui est posée au monde, parce que c'est un pays qui, à la fois, dessine le futur, mais a pour héritage un poids, un fardeau même, qui est celui de son rapport au monde et la manière de penser ses valeurs et ses principes fondamentaux. Parce que la liberté telle qu'elle est définie à la fin du XVIIIe siècle, elle n'a pas du tout le même périmètre ou les mêmes attentes ou les mêmes ennemis qu'aujourd'hui, et les mêmes implications. Et malheureusement, je sais pas, je vais être honnête, malheureusement, elle dessine aussi notre futur parce que c'est la première puissance industrielle et qu'elle n'arrive pas à se vivre autrement que comme une puissance impérialiste, universaliste, qui est le camp du bien. Et d'ailleurs, tous les gens dont on parle là, qui sont critiqués, qui font très peur en Europe, ne se vivent et ne se présentent que comme le camp du bien. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'eux, ils se voient pas comme des super-vilains, évidemment, ils se voient plutôt comme des super-héros à défendre la veuve et l'orphelin et défendre le bien. Et tu parles de la première puissance économique, industrielle mondiale, qui était quand même plutôt en déclin, et donc c'est peut-être aussi un sursaut, peut-être même d'orgueil. On parle de la tech au pouvoir, mais ça serait bien quand même de pouvoir préciser, c'est quoi exactement le vrai pouvoir de ces gens de la tech aujourd'hui? C'est juste de s'être accoquiné avec Donald Trump? C'est juste d'avoir l'oreille des puissants parce qu'ils sont milliardaires, donc ils financent leur campagne, leur journée d'investiture? Ou c'est parce qu'ils représentent une espèce d'usine à cash pour l'économie américaine qui justement tout saute un petit peu ces dernières années? Alors, je m'excuse, mais je vais faire une réponse en tiroir, avec 3 tiroirs. Vas-y, sois à l'aise. Et je vais commencer par Marc Andreessen, quand il a dit ça. Marc Andreessen, donc investisseur, figure extrêmement importante de la Silicon Valley, de l'histoire de l'informatique tout simplement, depuis les années 1990. Il faisait déjà la une de Times en 96 ou 97. Et Marc Andreessen, après le burst, la crise de 2001, l'effondrement des valeurs Internet, il a passé une décennie à dire la tech est sous-évaluée, la tech est sous-évaluée, la tech est sous-évaluée. Économiquement, industriellement, culturellement. Et il avait raison. Il avait raison, il a fallu près de 10 ans à la tech pour revenir aux attentes, au niveau d'attente qui était placé en elle dans les années 1990. Et la tech aujourd'hui, industriellement, c'est pas juste une industrie, c'est une méta-industrie, c'est-à-dire que la production, ces produits, ces services, ils se retrouvent au cœur
de toutes les autres industries. Enfin, citez-moi-en une qui échappe. Mais voilà, la question des systèmes d'information qui va de l'IA au GPU, elle traverse tous les autres secteurs. C'est même pas les industries, tous les autres secteurs, parce que ça comprend l'administration. Donc ça, c'est un premier point. Par ailleurs, du temps des années 90, les premiers secteurs que la tech elle a attaqués avec efficacité, c'est les secteurs constitutifs de l'espace public. En gros, la culture. Donc la musique, la presse, le cinéma, la radio avec le podcast, voilà, toutes ces formes-là, qui s'est traduit, mais un peu comme un écran de fumée, par beaucoup d'attention sur les plateformes, et des plateformes qui ont redéfini ce qu'est l'espace public, ce qu'est aussi la démocratie, parce que tout un tas de gens ont pu s'exprimer. D'ailleurs, il y a 10-15 ans, dans les pays occidentaux, il y avait que des choses positives qui étaient dites d'une certaine façon sur ces plateformes. Il faut se rappeler qu'en 2012, c'était les printemps arabes, et que Twitter, mais d'autres, Facebook, YouTube étaient vus comme les gardiens de la liberté. Ouais, tout à fait. Là, tu fais référence à la vague du web 2.0 avec ce qu'on a appelé les médias sociaux par la suite, donc qui ouvraient la parole et qui donnaient la parole à tout le monde. Il y a eu juste avant et concomitamment presque aussi une forme de presse mondiale qui était phagocytée par les algorithmes et les plateformes type Google, avec tous les scandales que l'on a connus sur les ayants droit, etc. Donc effectivement, oui, culturellement, ça a absolument tout irrigué et d'une certaine manière, ça a tout encadré aussi. Je voulais tirer du coup, ça c'était le deuxième tiroir, et puis le troisième tiroir, c'est que dans cette commode. Ouais, exactement. dans cette opération-là, les gens n'ont pas pris conscience tout de suite qu'en fait, l'attaque arrivait avec un message de libération. On est les rebelles, la disruption, les entrepreneurs, les underdogs, comme on dit aux États-Unis, qui renversent des institutions. Et alors, les institutions, c'est quoi ? C'est la presse, c'est les gatekeepers, donc dans le cinéma, dans les médias habituellement, qui empêchent, qui disent toi tu peux rentrer, toi tu rentres pas. C'est les producteurs de sens, donc les journalistes, c'est les censeurs. Ils continuent d'appeler les censeurs, donc c'est les régulateurs, les juges. Les politiques plus généralement, qui est cristallisé aujourd'hui autour de la figure de Thierry Breton, le diable de la Silicon Valley. Et sauf que dans cette opération de renversement de la table, la tech a mis en place d'autres gardiens du temple, d'autres gardiens qui sont techniques, mais qui sont aussi humains. C'est-à-dire que oui, bien sûr, le poids des algorithmes, etc., mais aussi le poids grandissant des développeurs, des data analystes, des entrepreneurs, et le poids grandissant des grandes entreprises qui étaient chéries dans les années 90-2000 et vues un peu comme des francs-tireurs. Faut pas oublier que la veille de l'entrée en bourse de Google, ils font la seule presse qu'ils font, c'est la une de Playboy. Parce qu'aujourd'hui, contexte rock'n'roll, quoi. Contexte MeToo. Mais qui révèle tout, c'est-à-dire que à la fois c'est un fuck au système, et on a vu l'image régulièrement dans l'histoire de la tech, fuck au système. On peut se souvenir aussi de Steve Jobs avec son doigt d'honneur devant IBM, le siège d'IBM à New York, et d'une certaine façon ce que vient de faire Elon Musk ou Zuckerberg, c'est aussi un fuck au système. C'est pareil. Mais c'est clair. Et ces gens-là se voient comme l'antisystème sans conscientiser, comme on dit en psychologie, qu'ils deviennent le nouveau système, en fait. Exactement. Ils sont le nouveau système. Ils sont le nouveau système. Alors justement, je voulais revenir sur ce que tu nous as dit tout à l'heure, qu'au départ, les milliardaires de la tech, c'était plutôt avec Kamala Harris qu'avec Donald Trump. Qu'est-ce qui a fait ce revirement ? Est-ce que c'est juste faire allégeance, finalement, au nouveau souverain ? Ou est-ce que ça dit plus de choses? Celui de Zuckerberg, notamment, le retournement de Zuckerberg est assez étonnant. C'est lui qui était le plus pour la diversité, etc. Et puis d'un coup, c'est lui qui dit il faut revenir à du masculinisme. Enfin, Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est vrai que si on regarde les soutiens à Kamala Harris et Trump, il y en a eu plus en termes de personnes. Après, en termes de chiffres, c'est relativement similaire, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont donné moins côté démocrate, et il y a moins de gens qui ont donné plus côté républicain. Ce qui est important, parce que ça révèle en fait des enjeux moraux et aussi une détermination à soutenir un camp contre un autre. Par exemple, si Bill Gates avait voulu donner 150 millions,
à Kamala Harris, il aurait pu le faire. Il l'a pas fait. Il a donné 1 million, je crois. Donc c'est un espèce de soutien mou finalement, tu nous dis. Un acte de bonne conscience. Voilà, j'ai pas assez d'argent pour donner, donc je me garderai de tout jugement moral de ce point de vue-là. Mais j'observe juste que il y a eu un différentiel important. Après, dans l'histoire des États-Unis, la question de la liberté, elle est revenue régulièrement, et elle est revenue régulièrement un peu en opposition à des phases jugées comme abusives antérieurement. Des phases où l'État aurait occupé un rôle trop important. Donc la Première Guerre mondiale, à la suite de ça, il y a eu un regain de demande de liberté dans tout un tas de partis, pays, etc. États. Après le New Deal, au moment de la Seconde Guerre mondiale, même chose. Au moment des années 60-70, même chose. Et ça a donné Reagan. Et après les subprimes et Obama, même chose. C'est la création du Tea Party aux États-Unis, notamment. Et là, en fait, la séquence qui a été jugée consciemment ou inconsciemment comme abusive, c'est le Covid et toute la gestion du Covid qui a été associée à l'administration Biden, à raison, puisqu'ils étaient en charge des affaires, et ce qui a fait beaucoup de mal à l'économie américaine. Le Covid et la gestion du Covid a introduit beaucoup de soupçons. Et partout dans le monde, tous les complotistes, c'était quand même le régal. Ça, c'est le tipping point. C'était le festin des complotistes. Exactement. Ouais. Et donc, avec cette notion de liberté d'expression qui est un peu pris entre Caribe et Scylla, quoi, parce que à la fois, ça sert les plateformes d'expression. Plus vous avez d'expression, plus vous avez de traces, plus vous pouvez les marketer, plus vous pouvez alimenter vos solutions d'intelligence artificielle. Par contre, du côté de la démocratie, dans cette période de grands troubles et d'incertitudes, c'est normal qu'il y ait des complots. Par contre, les plateformes donnent une caisse de résonance absolument fantastique, phénoménal. Ouais, voilà, je cherchais un qualificatif phénoménal, effectivement. Phénoménal. Avec des séquences très courtes, très rapprochées, une économie qui se retrouve ballottée par de l'inflation, de la remontée des taux, une crise des matières premières, une crise énergétique. Et du coup, ça favorise la montée des populismes. T'as tout le terreau fertile pour les populismes en Europe aussi, d'ailleurs. Il y a d'autres périodes qui l'ont vu. Je veux dire, inflation et populisme, vous relisez l'histoire économique des années 30, c'est limpide, hein, la corrélation, elle est limpide. Donc, toujours une histoire de contexte, effectivement, qui vient donner, je dirais, qui vient ouvrir un champ, une fenêtre de tir. Et on parle beaucoup de liberté. On va faire une petite coupure. On va aller écouter ce que Fabienne Billa et son Patch Tech ont à nous raconter en la matière. C'est le Patch Tech. Salut Fabienne, aujourd'hui avec toi c'est voyage en terre inconnue, est-ce que tu peux nous dire où nous allons exactement ? Oui, vous aimez les voyages et la liberté ? Alors ce n'est pas une destination de vacances à proprement parler, mais d'un voyage singulier que je vous propose de faire. Car le Liberland, tel est le nom de ce pays, est un laboratoire fascinant pour expérimenter la démocratie directe, une économie libertarienne qui repose sur la technologie blockchain. Et c'est le récit de Renaud Lischnitz, expert en cybersécurité, qui m'a inspiré. Mais ça existe vraiment ça, le Liberland ? Comment on s'y rend ? Très concrètement, c'est assez routes. C'est soit en traversant le Danube par la Serbie, soit par une route forestière isolée en venant de Croatie. Je vous explique l'origine de la création de cette micronation. Avec la dissolution de l'ex-Yougoslavie dans les années 90, la Croatie et la Serbie ont vu émerger des zones floues autour du Danube, le fleuve qui sépare les deux pays. Cette bande de terre, de 7 km², devient terra nullius, littéralement une terre sans maître. Et le 13 avril 2015, Vít Jedlička, qui est journaliste et entrepreneur tchèque, saisit l'occasion juridiquement ambiguë pour créer une micronation, le Liberland. Il proclame son indépendance et il devient par là même le président. Ah, c'est assez dingue ça, mais j'ai lu quelque part qu'il existe plus de 400 micronations dans le monde, dont quelques-unes en France d'ailleurs, comme la République libre de Sogé, oui messieurs, le long de la frontière du Jura par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment fonctionne cette micronation de Jedlička ? Alors oui, il applique la vision d'un État libertarien, un gouvernement réduit au strict minimum, des impôts volontaires et une structure de gouvernance reposant sur la blockchain. Sa devise, un minimum de droits pour un maximum de liberté. Les citoyens, qui contribuent volontairement, obtiennent en échange des droits de vote supplémentaires. Quant aux armes à feu, leur possession n'est pas contrôlée par l'État.
La blockchain joue un rôle clé dans la gouvernance et les finances de ce pays, avec le Liberland Dollar et le Liberland Merit comme jetons officiels. L'économie repose sur un système décentralisé et transparent. À la suite des élections le 6 octobre dernier, c'est d'ailleurs Justin Sun, le fondateur de Tron, une des plus grosses crypto-monnaies, qui est nommé Premier ministre. Cette organisation unique s'étend même à la citoyenneté. En plus des résidents et des citoyens, le Liberland propose un statut de e-résident permettant de gérer des activités commerciales ou d'établir une entreprise au Liberland depuis n'importe où dans le monde. Déjà, une centaine de sociétés y sont enregistrées et le nombre de e-résidents dépasse les 5000. Le Liberland est le 3e plus petit État au monde. Sa langue officielle est l'anglais et bien qu'il ne soit pas encore pleinement reconnu sur la scène internationale, il remplit déjà les 4 critères de la Convention de Montevideo pour être considéré comme un État. Ah, mais c'est fou! Comme quoi, on en apprend tous les jours! Alors ça vous emballe? Rendez-vous le 7 août 2025 au Floating Man Festival, une sorte de Burning Man qui attire des passionnés de musique, d'économie alternative pour célébrer la liberté durant 4 jours au village d'Ark Liberland. Au programme, discussions autour de l'économie et de la politique, débats sur la liberté et les droits fondamentaux. Les participants peuvent séjourner dans des chalets ou sous les tentes pour s'immerger totalement. Et ensuite, l'ambition de Vít Jedlička est vaste. En 2023, il a officiellement annoncé l'ouverture des frontières de son pays parce que le Liberland, plus qu'un territoire, c'est une philosophie politique. Alors, qui prépare son sac à dos? French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Une chronique qui est tout à fait dans le thème. Alors, j'espère que Trump n'a pas écouté cette chronique, sinon il va l'annexer. Ou peut-être que c'est Liberland qui va annexer les États-Unis. On n'en sait rien. Moi, je propose qu'on crée le Trench Techland, les gars. Le Trench Techland. Ça donne envie. C'est bon, c'est bon. On serait une dizaine de citoyens avec tout notre collectif, une quinzaine peut-être. Ouais, je pense qu'il peut y avoir un peu plus de monde. Bon, en tout cas, appel aux fans. Je ne serai pas le président, je vous préviens tout de suite. Pas possible. Bon, Olivier, tu nous l'as dit dans notre première partie, beaucoup de choses que nous vivons viennent de la Silicon Valley, mais tu as oublié un point clé, un point d'orgue, un point important. Comment une personne qui, à l'origine, comme toi, s'intéressait massivement au cinéma, est venue à s'intéresser à la tech? Oui, là, c'est de la... C'est de la préhistoire, c'est ma préhistoire, effectivement, parce que je travaillais sur le cinéma et quand j'avais fini ce travail sur le cinéma français, j'avais passé du temps aux États-Unis aussi déjà. On était en 2013-2014 et c'était le moment où Netflix arrivait en France. Et donc Netflix, c'est la grande entreprise qui s'attaquait et qui voulait disrupter le cinéma, l'audiovisuel, qui est une vieille entreprise en fait, du point de vue de la Silicon Valley d'ailleurs. Oui. C'est une entreprise des cassettes vidéo. 97, ouais, exactement. Et donc, il était logique d'une certaine façon de s'intéresser à cette boîte. Qui est toujours basée à Los Gatos, son siège historique, et du coup je me suis retrouvé là-bas. La personne qui a été extrêmement importante dans ce passage d'un côté à l'autre de l'Atlantique et même de l'autre côté puisque c'est le Pacifique, c'est Fred Turner, qui est un auteur, un professeur à Stanford, qui a écrit un bouquin que je recommande à tout le monde, From Counterculture to Cyberculture, publié en 2006 à l'origine et qui a été traduit en français en 2012 chez CF Éditions, qui est un petit éditeur très actif qui fait un super travail. Et en fait, donc 2012-2013, voilà, on était dans ce contexte-là et le glissement vers Netflix, la lecture de Fred fait que je suis rentré en contact avec Fred, on a beaucoup échangé, je l'ai invité ici, il m'a invité là-bas, et donc voilà. Et alors, par contre, quand je suis arrivé, c'est drôle, j'en rigole, parce que aujourd'hui, effectivement, moi, j'ai un livre, plusieurs publications. Je suis beaucoup sollicité pour parler du sujet. À l'époque, j'étais vraiment personne et je connaissais personne en plus. Donc, je suis arrivé là-bas dans la Silicon Valley. Je connaissais 2 personnes, c'est Fred Turner et Howard Baker, qui est grande sommité en sociologie, mais qui connaissait rien à la tech. Ça, c'était pas les moindres. C'était pas les moindres, en tout cas. Oui, bien sûr. Mais bon, ça va pas vous aider à craquer et à hacker la Silicon Valley, qui est hyper paradoxale parce qu'à la fois, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes, c'est très sympathique, on se prend pas la tête d'une certaine façon. Donc on est très très loin de la civilité ou la citoyenneté, même new-yorkaise en fait, oui, même ça, à Washington et a fortiori à Paris, Londres, Berlin ou en Inde ou en Chine. Et ça
ça, c'est un effet très très séduisant, quoi, hein, pour plein de gens. Et je pense qu'il faut pas l'oublier à quel point c'est enchanteur, quoi, la Silicon Valley. Parce qu'on peut arriver, on rencontre plein de gens, les gens ont l'air a priori sympas, sont prêts à vous aider, ils vous donnent, ils vous disent qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, un peu comme vous savez dans le Godfather, quoi, dans le parrain, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, hésite pas si je pourrais t'introduire à machin, etc. Et en fait, quand les gens font ça, c'est un système de crédit en fait social. C'est ça. On engage. Parce que d'une certaine façon, ils contractent une dette et c'est vous qui la contractez en fait la dette. Parce que s'ils vous aident, sans le savoir, à un moment, faudra renvoyer l'ascenseur. Un renvoi d'ascenseur, exactement. Et donc, alors déjà, il m'a fallu un peu de temps à appréhender ça. Et ensuite, quand je suis arrivé à Los Gatos, à Netflix, vous y êtes, c'est à la fois ouvert et fermé. Parce qu'il y a le parking, il y a pas trop de sécurité, on peut y aller quasiment comme ça, à pied. Mais bon, une fois que vous êtes là, vous n'irez pas plus loin en fait. Vous allez vous arrêter devant le plexiglas. Et si vous n'avez pas d'entrée, si vous connaissez pas des gens à l'intérieur, si vous n'avez pas, mais même des journalistes, hein, et encore aujourd'hui, Netflix, il y a des gens de l'intérieur qui en ont parlé, il y a des gens à distance qui en ont parlé, mais il n'y a pas d'enquête, je veux dire, de l'intérieur, faite à l'intérieur, un peu comme Steven Levy l'a fait sur Google ou sur Facebook, il n'y a pas l'équivalent. Alors Steven Levy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce journaliste de la tech, espèce de légende, qui avait déjà écrit Hackers en 1984, qui est extrêmement connu aux États-Unis et qui arrive à négocier des tickets d'entrée, mais il y a 3-4 journalistes qui arrivent à faire ce type de travail-là. Aux États-Unis, il doit y avoir d'autres boîtes que Netflix comme ça qui ont cette très forte opacité, c'est certainement. Toute boîte, en fait. Bon, et après Google, je pense que c'est un peu la même. Apple, c'est pareil aussi. Oui, bien sûr, non, c'est pas pour Netflix, c'est un système. Ouais. C'est un système. Ouais. Et alors, donc, déjà, je suis arrivé, je me suis rendu compte que ce paradoxe de la transparence, parce qu'on a des boîtes qui font commerce de la liberté d'expression, qui sont totalement fermées. Il y a ce paradoxe de la sociabilité, parce qu'on arrive, c'est hyper ouvert, et même les lieux sont ouverts. Les séances de networking, etc. Même Stanford, c'est ouvert. Alors, vous pouvez aller à Stanford et au centre, vous avez une grande cour centrale. Google, vous pouvez y aller. Au milieu, il y a une grande cour centrale aussi. Il y a le terrain de beach volley, etc. Et en même temps, c'est fermé. C'est même hyper fermé. Et moi, je renvoie à la série, vous avez tous dû entendre parler ou la voir, d'Arte, Silicon fucking Valley, avec l'ami Luc Julia qu'on avait reçu il y a quelques temps dans Trench Tech, qui montre hyper bien ça. Hein. Il montre effectivement, tu peux rentrer dans les lieux, tu vas dans le parking, tout est ouvert, mais tu rentres jamais dans le cœur de ce qui se passe. Et après, le troisième point, la troisième observation, qui a l'air de rien, mais bon, c'est souvent ça le travail, quoi. C'est partir d'étonnement. C'est que on parle tout le temps des 5-6 mêmes entreprises. Il y en a 20 qui sont à l'indice Dow Jones de la tech. Ouais. La majorité des gens et même des gens un peu informés les connaissent pas. Et dans la tech, dans la Silicon Valley aujourd'hui, il y a entre 15 000 et 20 000 boîtes. Et la majorité de ces boîtes, c'est des PME en fait. C'est des petites et moyennes entreprises à croissance. Mais quand même, c'est des boîtes de moins de 10 personnes, moins de 50 personnes en majorité, dont personne ne parle jamais. Et pourtant, elles ont un rôle extrêmement important dans la dynamique de l'innovation, précisément pour cette règle que maintes et maintes personnes m'ont évoquée, c'est qu'une grosse boîte, à un moment, il y a un effet de seuil, un effet de taille qui fait qu'elles deviennent plus innovantes pour tout un tas de raisons. Et du coup, elles sont obligées de passer par des pompes que sont les petites entreprises qu'elles achètent, soit directement leurs services, soit leurs équipes. C'est ce qu'on fait l'essentiel des big tech que l'on connaît bien. On peut penser effectivement à Meta quand il rachète Insta, etc. Juste un point, Olivier, puisqu'on essaie de comprendre comment tu es passé justement de l'univers culturel et du cinéma en particulier à ton intérêt aujourd'hui pour ces big tech et la Silicon Valley. Je redonne le titre de ton livre, La tech quand la Silicon Valley refait le monde. On peut faire le parallèle aussi avec l'impérialisme américain culturel et technologique que déjà des gens comme Marcus ou Adorno avaient documenté post-guerre, Seconde Guerre mondiale. Est-ce que aujourd'hui, finalement, on ne suit pas tout simplement le même schéma, avec de nouveaux acteurs, une nouvelle industrie et un nouvel impérialisme techno et culturel? Je commence à deliner comme font les Indiens. Je vois, c'est tiqué, voilà, c'est la troisième voie. Ce qui est toujours déstabilisant pour les Occidentaux. En fait, dans l'histoire de la Silicon Valley et de la tech plus généralement, il y a un mouvement de balancier entre guerre et paix. Durant la guerre, la tech est vue comme un instrument, un levier pour l'emporter, et à travers ça, pour défendre un certain nombre de valeurs qui sont identifiées à la liberté.
Et c'est un point extrêmement important. Et c'est vrai que les États-Unis s'identifient aux valeurs de liberté, à la fois en interne, mais aussi dans le monde. Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Est-ce qu'ils l'ont toujours bien fait? Non, évidemment. Il y a beaucoup beaucoup a été dit, beaucoup est à faire encore sur cette question. Mais dans les périodes de paix, la Silicon Valley a pu jouer ou a pu tenir un autre discours, y compris en s'opposant à l'État américain et à l'État central, en disant voilà, vous faites la guerre, nous on va amener des moyens de communication, vous centralisez le marché, la monnaie et réglementer les innovations. Nous, au contraire, on va libérer tout ça. On va donner des outils, on va permettre aux gens de passer outre les réglementations qui sont ineptes et qui correspondent à une tyrannie, d'une certaine façon. Donc, la Silicon Valley, moralement, elle marche sur ces deux jambes-là. Et aujourd'hui, on est dans une période de crispation très forte. Il y a d'autres époques où on est dans une période d'enchantement. Moi, quand j'ai commencé mon travail, c'était le moment où Justin Trudeau arrivait, Macron montait, et Obama faisait des plaisanteries avec Mark Zuckerberg quand il était interviewé avec lui sur la scène. Ils étaient très cool au début et vus comme des gens très cool. Ouais. Mais effectivement, la Silicon Valley, il faut quand même la resituer aussi dans une partie des États-Unis. La Californie, c'est pas tous les États ne réfléchissent pas comme la Californie. La Californie, c'est l'industrie cinématographique dont on parle depuis tout à l'heure, en tout cas. Donc mon point, c'est plus de dire, est-ce que finalement rien n'a changé? Tout a changé ou rien n'a changé? Est-ce que on ne suit pas les mêmes schémas par rapport à ce qui s'est passé post-Seconde Guerre mondiale avec cette diffusion massive des musiques américaines, du cinéma américain, des produits de grande consommation américains, etc. Mais aujourd'hui, c'est la tech. Déjà, ce truc de soft power, il est un peu délicat en soi, je trouve, parce que oui, factuellement, ça marche comme ça, et il y a eu des politiques industrielles qui ont été conduites, qui ont reposé là-dessus. Alors, on parlait du cinéma tout à l'heure. Au sorti de la Seconde Guerre mondiale, les accords Bloomberg 1946, ça négocie. On vous donne de l'argent dans le cas du plan Marshall. Par contre, vous prenez nos films. Donc voilà, c'est une diplomatie qui est factuellement marche comme ça. Par contre, pour la tech, c'est beaucoup plus compliqué, et parce qu'à la fois le gouvernement américain a besoin de la tech. Et en même temps, la tech a souvent été problématique et un emmerdement pour l'État central et ou aussi l'État de Californie, parce que c'est une industrie qui pose des problèmes, qui va au-delà des juridictions, qui va au-delà des réglementations, qui en fait un peu qu'à sa tête. D'ailleurs, qui est nourrie par beaucoup d'influences étrangères, parce que la Silicon Valley, ça regarde vers l'Asie, en vrai, et ça se nourrit de l'Europe, mais aussi de l'Inde et aussi de la Chine. C'est un peu un mariage forcé, quoi. Ouais, la moitié des gens dans la Silicon Valley sont nés dans un autre pays. Et cette ambiguïté-là, elle se retrouve à plein de moments dans l'histoire de la Silicon Valley. Il y a un moment, moi, que j'aime bien rappeler, c'est le moment où Bill Clinton arrive à la tête des États-Unis avec Al Gore, Vice President. Al Gore, c'est une figure, a priori, qui est complètement compatible avec la Silicon Valley. D'ailleurs, il va théoriser à la fois son rôle avec cette notion d'autoroute de l'information. Il va créer des ponts, et en même temps, il va rapidement être perçu comme un ennemi de la Silicon Valley, précisément parce qu'il veut réguler les télécoms. Justement, il n'y a pas un parallèle à faire entre il y a la tech, on va dire l'outil, et ceux qui dirigent aussi cet outil, parce qu'on parle plus de Musk, de Zuckerberg, que finalement de Facebook et de Twitter, qui sont juste des porte-paroles, ou du moins qui véhiculent 2 fois plus vite leur façon de parler. Finalement, est-ce que tu as eu l'opportunité d'étudier et de regarder un petit peu tous ces grands patrons de la tech, et qu'est-ce qu'ils en disent de tout ça, au fait? Alors c'est le problème. C'est-à-dire que quand on regarde cet objet, il y a différentes façons de le regarder. On peut regarder les types, les personnes qui sont à la tête de ces boîtes. C'est un peu un piège, parce qu'en fait, ces types-là, c'est des travailleurs aussi à l'origine. Et les entrepreneurs, en fait, c'est un peu la cheville ouvrière d'un certain type de capitalisme, qui est le venture capitalisme, qui s'est développé, je vais vous la faire courte, mais en gros, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui s'est structuré dans les années 1970 pour des raisons très précises, et qui font que, notamment relativement aux fonds de pension, qui se mettent en place et qui se développent à ces années-là, on a besoin de faire une culbute importante. Du coup, on va donner de l'argent à des intermédiaires que sont les ventures capitalistes, qui vont les investir sur des entreprises technologiques à travers des entrepreneurs. Mais en fait, c'est tout le cadre, c'est tout le contexte qu'il faut essayer de comprendre
parce que sinon on est comme des éphémères à être collés sur la coupe de cheveux de Mark Zuckerberg ou la musculateur de Jeff Bezos. Mais attends, mais il y en a qui ont un peu les deux quand même. Je voulais qu'on y vienne. Quoi, la musculature et la chevelure, c'est ça? Non, qui ont l'argent, qui ont l'argent et qui font. Je pense à tout ce qu'on appelle la PayPal Mafia. Donc c'est tous les ex-PayPal qui avaient créé PayPal, qui repartent avec plein d'argent. Peter Thiel, Elon Musk en faisaient partie. Qu'est-ce qui se passe autour de cette PayPal Mafia? Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être la préciser un petit peu? Alors, je vais faire la deuxième partie de réponse et enchaîner là-dessus, parce qu'effectivement, dans les années 1970, si vous lisez par exemple ce qui se dit dans Wired, Internet, c'est merveilleux, ça va mettre un terme à la bureaucratie, mais c'est vu positivement et ça s'entend. Enfin, moi, je l'entends en tout cas, de dire aux gens, ok, c'est fini, la domination des grandes entreprises ou de l'État américain, c'est terminé. Vous allez pouvoir développer des choses en réseau, vous allez pouvoir être votre propre patron, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez, sans être censuré. Et ça va ouvrir une période de prospérité économique quasiment sans fin, parce qu'il n'y aura plus de crise. Parce que la crise, elle est liée aux institutions, la gestion de la monnaie, les banques, etc. Et ça va avoir plein d'impacts vertueux dans tout un tas de domaines. Ok, mais franchement, moi je veux bien y aller dans ce monde-là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais a priori ça me va. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Parce qu'en fait, ce que les gens n'ont pas anticipé là-dedans, Wired, parce qu'effectivement ils étaient pris dans des effets d'enchantement, c'est ce que j'ai évoqué avant, c'est-à-dire que c'était un capitalisme et la modification et la traduction, cette révolution Internet, d'institutions financières qui était l'héritage des années 60 et 70 et qui allait produire d'une certaine façon, du point de vue de cette vision, cette utopie, des monstres. Et ces monstres-là, c'est ce qu'on appelle les géants de la tech, c'est-à-dire des entreprises, des organisations qui concentrent à la fois du capital, qui le redistribuent pas, ni au petit actionnariat, ni aux États, parce qu'ils font tout pour éviter d'être imposés, et qui donnent un poids considérable à des anciens entrepreneurs qui pouvaient porter tous ces idéaux vertueux de la tech, des technologies émancipatrices, mais qui se retrouvent à la tête d'empires et qui font tout pour les maintenir. Empire, c'est une exagération, mais quand même, c'est une dérive du système. Et effectivement, la PayPal Mafia a un rôle extrêmement important, mais elle a un rôle extrêmement important, y compris pour des raisons biographiques ou sociologiques. C'est-à-dire que l'histoire déraille dans les années 1990, et elle a profité à une génération qui se sont retrouvés au bon endroit au bon moment, des gens qui sont à Stanford au début des années 90, qui sont dans les bons dortoirs, qui connaissent les bonnes personnes, qui ont sûrement leur talent individuel aussi, je veux pas être totalement réducteur et injuste, mais qui vont se mettre à faire du business ensemble, qui sont souvent des Américains, extrêmement des hommes blancs, qui sont pour certains immigrés mais pas que, et qui voient très vite le développement d'Internet et surtout qui vont avoir des moyens, parce que d'autres ont eu les mêmes idées, et qui vont avoir les moyens et la réussite. Parce que c'est toujours la même chose, c'est une table de poker, la tech. Vous avez 2000 candidats et vous aurez une ou deux boîtes qui vont s'en sortir. Et clairement, ces gens-là, c'est le propre du venture capitalisme. Ouais, c'est des gens qui se réunissent, qui créent X d'un côté avec Elon Musk et Confinity avec Peter Thiel de l'autre, qui révèle bien aussi ce que c'est l'amitié dans la Silicon Valley, qui ne veut rien dire au sens européen, mais qui est faire du business ensemble, puisqu'au début les deux se détestaient et ils ont fait du business ensemble, et qui vont empocher la mise contre eBay et puis contre d'autres formes de crédit, les institutions, parce que c'était l'objectif extrêmement ambitieux de mettre à terre le système bancaire traditionnel, qui considéré comme mafieux et frauduleux et injuste. Et alors ils n'ont pas totalement réussi à le mettre à terre. Par contre, ils ont réussi à empocher un gros chèque, et qui vont investir dans tout un tas ensemble ou en partie dans tout un tas de projets, à commencer par Peter Thiel, qui est le premier investisseur extérieur dans Facebook. Olivier, on vient d'entendre ton propos. Effectivement, le discours de la Silicon Valley dans les années 70, je pense qu'on aurait tous signé, mais ça, on l'a déjà vécu aussi, si on remonte encore plus loin. Le pétrole, à l'époque, l'acier, les chemins de fer, c'était très très cool. Ça nous proposait une vision de la société très différente pour laquelle on aurait également signé. Ça a donné Rockefeller, ça a donné Carnegie, ça a donné Vanderbilt, etc., qui eux aussi ont été les oligarques de leur époque, de grands empires industriels. Donc, puisqu'on en est à se demander quelles sont les sources finalement de ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui d'une tech qui prend le pouvoir, est-ce que, encore une fois, désolé de vouloir faire des parallèles, mais est-ce qu'encore une fois, on peut faire le parallèle avec ce qui a déjà existé auparavant avec ces figures-là ?
Ouais, bah absolument. Mais d'ailleurs, on les appelait les barons voleurs. Hein. Et ça posait, ça posait tout un tas de problèmes. La figure inspiratrice de Orson Welles pour faire son Citizen Kane, c'est le magnat des médias californien de l'époque, qui est considéré comme l'inventeur des fake news. Parce qu'il va racheter tout un tas de penny papers ou en créer, et en diffusant des informations à très bas coût, voire qui sont pas des informations. Et ce qui a posé tout un tas de problèmes. Donc la question des barons voleurs ou du poids des milliardaires sur le système et l'industrie américaine, effectivement, tu as raison, elle n'est pas du tout nouvelle. Par contre, il y a des institutions qui ont été mises en place, des réglementations qui ont été mises en place, notamment la loi antitrust. Oui. Parce que Rockefeller il représentait 5% du PIB américain quand même. Hein. Et voilà, et c'est précisément là, que je veux t'emmener, c'est que si on a déjà vécu ce schéma, s'il se reproduit, et il a des similitudes et il a des différences, parce que probablement que... Déjà, la première question, c'est est-ce que le pouvoir des oligarques aujourd'hui de la tech est beaucoup plus important que ceux du passé 19e siècle, les industriels? Et puisqu'on revit le même schéma, qu'est-ce qui a mis à terre, entre guillemets, ces anciens oligarques, et quels sont les contre-pouvoirs ou limites que l'on pourrait imaginer aujourd'hui à ceux qui sont en train de se mettre en place? Alors, sur la question du pouvoir, je pense que dans l'absolu, aujourd'hui ils sont plus puissants, relativement, ils le sont moins. C'est-à-dire que, comme je le disais, 5% du PIB américain, c'est Rockefeller, c'est fou, quoi. C'est vraiment fou. Ou le poids de Leland Stanford, qui était un magnat du chemin de fer, qui s'est retrouvé gouverneur de Californie et créateur d'une université qui a son nom toujours aujourd'hui. C'est un pouvoir aussi qui est considérable. Et il serait pas totalement équivalent. Je crois qu'il était encore plus important. Par contre, effectivement, il y a des lois qui ont été mises en place pour maîtriser leur pouvoir. Par ailleurs, c'est des gens qui sont aussi issus de la guerre civile américaine et qui ont porté des projets. Alors à l'époque, c'était républicain, mais républicain, à l'époque, c'était les droits pour tous et tout le monde et tous les citoyens. Pas le même sens. Voilà, c'était la lutte contre l'esclavagisme. Hein. Lincoln était républicain à l'époque, versus les démocrates qui étaient liés aux États du Sud. Et puis par ailleurs, le système industriel, il s'est modifié aussi avec le développement de la voiture, la mise en place du taylorisme, puis du fordisme, c'est-à-dire que cette idée que vous travaillez dans l'industrie, vous travaillez dur, mais vous aurez les fruits de ce travail. La tech aujourd'hui, elle est à la fois plus puissante, je veux dire factuellement, c'est-à-dire qu'elle peut faire plus de choses. Elle s'intéresse et elle se déporte sur plus de secteurs. On peut faire de l'informatique quantique. On peut envisager raisonnablement à l'échelle de une ou deux générations d'envoyer quelqu'un sur Mars. Donc factuellement, c'est supérieur en termes de puissance. Par contre, la tech, elle est devenue un vrai enjeu et un problème public d'une certaine façon, précisément parce que d'une part, elle n'a pas de modèle social. C'est-à-dire qu'elle n'a pas mis en place, elle n'a pas pensé encore de réponse comme l'a fait le Fordisme au taylorisme. Elle n'a pas pensé quelque chose qui pourrait... La seule chose qu'elle a pensé, c'est le revenu minimum universel, mais qui est à $500, quoi, pour l'ensemble des personnes qui seraient frappées par l'impact technologique et qui n'auraient pas les moyens d'y faire face. Et en plus, cette industrie de la tech, elle crée peu d'emplois, ce qui est un vrai souci et une vraie anomalie du point de vue de la théorie économique qui postule que le progrès technique, ça détruit des emplois, mais ça en crée, et ça génère un tel niveau de richesse qu'on peut les redistribuer. Or, les industries de la tech, elles font tout pour pas redistribuer. Ouais. À personne. Ça crée peu d'emplois et ça passe à l'échelle. Ouais. Et puis ça crée une énorme richesse, mais qui est gardée par quelques-uns. Au sein de l'entreprise, ils n'ont pas de modèle social. Les gens qui en profitent, ce sont les investisseurs directs, les VC, les entrepreneurs ou entrepreneuses, mais qui sont souvent des entrepreneurs quand même, et les salariés des boîtes qui sont arrivés tôt. Ouais. C'est ces gens-là qui font la culbute. Je vais juste m'arrêter sur cette dernière phrase, si tu me permets, Olivier, puisque c'est une parfaite transition avec notre dernière partie, et je vais juste glisser une petite chronique, c'est la tech entre les lignes de Louis de Diesbach. La tech entre les lignes. Louis, tu décides de revenir aux origines d'un terme que l'on a beaucoup, et qu'on entend encore entendu ces derniers temps, à savoir l'intelligence artificielle. Ah ouais, un terme qui domine une grande partie des conversations dans les médias, même chez Trench Tech, dans les écoles, les entreprises, les familles aussi, bref,
Un terme qui compte et qui n'est pas si vieux puisqu'il voit le jour en 1955. Alors certes, les recherches sur la question de l'automation remontent bien plus loin que ça. Le premier algorithme a été écrit, on le sait, par Lady Ada Lovelace au 19e siècle et Alan Turing a également bossé sur le sujet. J'en avais parlé dans une précédente chronique, mais le terme en tant qu'objet de recherche ne naît qu'au mois d'août 1955. Ah ouais, ça devait être un papier super important donc. Eh ben en fait, pas trop. En fait, il s'agit d'une demande de financement. Plus exactement, une proposition pour le Dartmouth Summer Research Project sur l'intelligence artificielle. Ah, le fameux séminaire de Dartmouth qui a eu lieu en 1956. Exactement. Et la proposition de demande de fonds est signée par McCarthy, Minsky, Rochester et Shannon. Mais qu'est-ce qu'ils demandent en fait ? Alors pour être très précis, ils demandent 13 500 $ à la Rockefeller Foundation pour organiser un séminaire de 2 mois pendant l'été 1956 à Dartmouth, rassemblant 10 hommes qui travailleront sur des projets liés à l'intelligence artificielle. Ils partent du principe que, et je cite, chaque aspect de l'apprentissage ou de n'importe quelle autre fonction de l'intelligence peut, en principe, être décrit tellement précisément qu'une machine pourrait être créée pour le simuler. Ils vont donc travailler sur la possibilité que les machines utilisent le langage, produisent des réflexions abstraites et des concepts, et qu'elles s'auto-améliorent. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce projet de recherche ? C'est un cas d'école en fait pour 2 raisons. Tout d'abord, sur la forme, le truc est un véritable sketch. Pas une seule fois on ne définit le terme Artificial Intelligence. Et c'est un comble, vu que c'est un peu ça dont on va parler. En fait, McCarthy reconnaîtra plus tard qu'il a choisi ce terme car c'était vendeur. En tout cas, beaucoup plus que Automata Studies, le truc sur lequel il bossait jusque-là. Le terme même d'IA a été choisi pour attirer les fonds. Et on peut dire qu'à ce niveau-là, c'est plutôt réussi et que ça n'a pas beaucoup changé. Et deuxième raison de ce cas d'école ? On retrouve dans ce projet de recherche beaucoup d'aspects de ce qu'on peut reprocher à la tech encore aujourd'hui. Le projet veut regrouper 10 hommes, pas 10 personnes. C'est bien dans le texte 10 hommes, et tous nord-américains. Il est écrit qu'ils devraient même arriver en train. Parmi les 4 co-signataires de la demande de financement, la moitié travaille pour des grosses sociétés technologiques, Bell et IBM. Et dès les origines, on voit donc qu'il y a un entremêlement entre la big tech et la recherche en IA. Enfin, ils sont tous mathématiciens ou ingénieurs. Pas de juriste, pas de psychologue et encore moins de philosophe ou d'éthicien. Quand un projet commence comme ça, c'est pas certain que ce soit très facile ensuite de le remettre sur le droit chemin. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Sacrée histoire finalement sur la tech, sacrée histoire sur l'IA aussi qui est tout à fait conséquente à tout ce qu'on vient de se dire sur la tech, c'est top. Bon, finalement, si on fait le bilan, en quelques décennies, on est passé de l'enchantement sur la tech à la sidération, puis à la peur. Et puis jusque-là, si on prend un peu de recul, on parlait beaucoup du pouvoir de la tech, mais c'était finalement un pouvoir indirect. On a parlé plein de fois ici dans nos épisodes, par des pouvoirs d'influence, par le poids des réseaux sociaux, par le fait de véhiculer la culture par les réseaux sociaux ou par l'IA. Tout ça, c'est un millefeuille en fait qui s'est installé. Tout ça, c'est un millefeuille qui s'est installé, mais qui atteint aujourd'hui un paroxysme, puisque là, la tech vient vraiment au pouvoir et dans la plus grande puissance mondiale. Mais pas par le vote, attention. Et pas par le vote. Ouais. On va pouvoir. Olivier nous le dira peut-être. Mais Olivier, moi, ce qui m'intéresse maintenant de comprendre dans cette 3e partie, c'est où est-ce qu'on va ? Quelle est la suite de ce scénario qui semble de plus en plus inquiétant quant à la place de la tech et comment elle s'organise dans la société ? Où est-ce qu'on va ? C'est quoi la suite ? C'est une question. C'est pas facile, hein ? Allez, t'as 4 heures. En fait, je trouve la vertu de ce moment historique qu'on est en train de vivre, qu'on a sûrement pas beaucoup des vertus. Enfin, je sais pas vous, mais moi personnellement, c'est plutôt inquiétant pour tout le monde. Je dors clair. Assez mal. Je travaille beaucoup et pour essayer de comprendre et d'expliquer ce qui se passe. C'est que ça nous oblige de refaire de la philosophie d'histoire. C'est cette discipline qui s'intéresse au sens des choses d'une certaine façon, à la manière dont on s'inscrit dans l'époque. Et cette philosophie de l'histoire, elle était un peu suspendue, fauchée d'une certaine façon, alors sûrement pour des bonnes raisons, et ça a eu des effets très très positifs. Mais ça a aussi eu des effets négatifs, et on a cru que l'histoire était arrêtée. C'est la thèse de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire, après la chute du mur de Berlin, où tout un tas de gens se sont dit voilà, ça y est, on a la solution. Il n'y a plus besoin de se poser des questions sur c'est quoi le progrès d'une certaine façon. Parce que le progrès était là, il était réalisé. Sacré raccourci. L'utopie était réalisée.
d'une certaine façon. C'était mais le monde change tout le temps. Non, mais c'était le libéralisme au sens de la liberté et de la circulation des individus, du capital, de l'information. Et tout le monde a vécu... Attends, Olivier, nous pouvons pas. C'est quoi la suite ? Bon, la suite, tu le dis, c'est qu'il y a un bon point, ça nous refait poser des questions. Ça nous oblige à refaire la philosophie de l'histoire. Cette philosophie de l'histoire, en fait, il y a des gens qui sont très très avancés sur la réflexion qu'elle peut prendre l'histoire. Elon Musk, ça fait 40 ans qu'il se pose la question de qu'est-ce que ça va être l'histoire. Du coup, il a une réponse qui est très arrêtée. En l'occurrence, c'est les implants neuronaux, les voyages interstellaires, la colonisation de Mars. Ouais. C'est très clair et c'est assez pour une personne qui n'arrête pas de changer d'avis, de support, de vêtements et de casquettes. Je veux dire, c'est quand même très très stable. Par contre, ce rêve de futur, il faut le dire, il est très très vieux, il est très très old school. Il est terriblement old school. C'est un rêve de petit garçon de boomer quasiment quoi. Du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, clairement. On le retrouve dans des vieux magazines des années 60. Ouais, bien sûr. On croise régulièrement ce type de publication qui est comme figé, qui est comme pétrifié. Quand Peter Thiel vous parle de l'avenir, il vous parle de son passé. Et donc, moi, l'avenir, je sais pas. Il faut poser la question à Jacques Attali. Il y a des professionnels de l'avenir, ou les économistes souvent se font professionnels de l'avenir en nous disant il faut faire comme ça, il va se passer ça. Bon, souvent, c'est pas ce qui se passe. Par contre, est-ce que tu penses que le mariage Trump et Musk peut durer et peut faire que, effectivement, la tech va véritablement venir de plus en plus au pouvoir? Pour vous répondre, aujourd'hui, il y a 3 empires. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a la Russie. Ces 3 empires, au moins subjectivement, ils se vivent comme des empires, ils s'organisent comme des empires, ils essayent de fonctionner comme des empires. Et d'ailleurs, quand ces 3 pays, d'une manière différente, s'emparent de l'IA, c'est pour conquérir le monde. Nous, en France et en Europe, on est sur de la souveraineté. La souveraineté, c'est la traduction politique du je peux pas mieux faire. Du type du village gaulois type Astérix et Obélix. Hein. C'est défensif, la souveraineté, c'est défensif, telle qu'elle est abordée. Nous sommes encerclés, nous sommes enterrés, on va faire voilà. Mais c'est pas comme un empire. Et je dis pas du tout, il faut penser comme des empires. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis, on en est là. Alors, bon, face à quoi le monde va devenir de plus en plus complexe. Le monde va devenir de plus en plus complexe. Ça, c'est à peu près sûr. C'est-à-dire que l'incertitude va aller grandissante. Ouais. La crise climatique va aller, et environnementale, qui est pas juste du climat, environnementale, elle va aller grandissante. La crise migratoire, de fait, va aller grandissante. Toutes les institutions sur lesquelles on repose notre monde, hérité de la social-démocratie du XVIIIe siècle, XIXe siècle, vont être mises sous tension. Il y aura des effets d'opportunisme politique très forts, et on est déjà en train de le voir avec la montée des populismes dans plein de pays. Et des récits positifs, enchanteurs, fédérateurs, qui s'opposent à ça, ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, ils sont même insignifiants, pour ainsi dire. Il y en a qui existent. Pas très optimiste la vision que tu nous proposes là. Oui, il y en a qui existent. Mais alors j'essaie d'être réaliste aussi. Hein. Mais justement, c'est bien, merci. Justement, Olivier, parce que tu nous dresses un panorama effectivement qui fait froid dans le dos, et je pense qu'on partage ton point de vue, mais sans régulation, ça finit en bordel désorganisé le plus total. Et précisément dans ces nouveaux narratifs, ceux auxquels on est exposé par les manias de la tech et notamment des États-Unis, c'est le moins de régulation possible. Donc, in fine, la question, elle est simple. Est-ce que l'économie de la tech ou les géants de la tech nous condamnent-ils au chaos si on ne peut pas les réguler ? Leur philosophie, c'est pas de la dérégulation absolue. Hein. C'est-à-dire que dans même les visions les plus extrêmes, radicales du libertarianisme, il y a toujours un État qui est minimal, qui est centré sur 2 choses, la sécurité et le droit des contrats. Mais pour le moment, ils réfutent toutes les régulations qu'un autre marché qui est quand même primordial pour eux, qui s'appelle l'Europe, ils n'en veulent pas. Et les lois qui, aux États-Unis, commencent à être travaillées, qui s'inspirent grandement quand même de ce que l'Europe a mis en place, sont très très challengées quand même pour le moment. Ils sont challengés, mais ça c'est la politique. Hein. Je veux dire, ça fait partie du jeu d'une certaine façon. Je tiens à souligner quand même que quand on leur demande de payer, ils payent. Hein.
Ouais, mais c'est un moindre mal parce que tu le rapportes aux impôts qui devraient payer s'ils jouaient vraiment le jeu fiscal de chaque pays. Après, il ne faut pas oublier cette. Enfin, la loi du marché américain, c'est de dire, ok, vous achetez nos produits si vous estimez, si vous êtes en accord avec, si vous êtes satisfait déjà, et si vous êtes en accord avec les valeurs du produit. C'est la loi du marché. Et il y a un mouvement qui correspond à ça, un mouvement politique qu'on appelle le consumérisme, qui est mal compris et entendu ici, mais c'est la culture du consommateur d'une certaine façon. C'est-à-dire que rien ne vous oblige à utiliser tous les produits de la Silicon Valley, absolument rien, mais rien. Ouais. D'accord, mais cette fameuse loi du consommateur qui n'est pas une loi proprement parlée, mais qui est la loi du marché, ça nous mène à dire, écoutez les mecs, pas besoin de modération, on s'autorégule. Si le consommateur il n'a pas envie d'aller lire des saloperies sur Facebook, il y va pas. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une marge de manœuvre qui tient à l'éducation, qui tient à la formation. Par contre, c'est un temps long, c'est un temps plus long. Ouais. C'est un temps qu'à 25 ans. C'est certain, mais si on fait le parallèle avec les manias dont on a parlé tout à l'heure de la révolution industrielle, les fameux barons voleurs, à un moment donné, c'était des colosses eux aussi au pied d'argile. Ouais. Tout s'est écroulé quand la régulation est arrivée. Il n'y avait pas de régulation dans le pétrole. À un moment donné, il y en a eu une. L'industrie automobile, après des problèmes de sécurité dans les années 60, il y avait des lobbies anti-normes de sécurité sur les bagnoles. Il y en a eu. L'industrie automobile s'est régulée et ils étaient tout de suite un petit peu moins puissants. Donc c'est quoi l'avenir, puisqu'on est en train de se projeter, une brève histoire de l'avenir, hein. Tu parlais de Jacques Attali tout à l'heure, c'est le titre d'un de ses bouquins. C'est quoi l'avenir à ce moment-là? Est-ce que c'est la régulation qui va nous permettre de mettre un petit peu les pieds dans le plat là? Honnêtement, je pense que l'avenir sera différent que ce qu'on imagine. Voilà, c'est ça c'est ça. alors dis-nous ce qu'on imagine et dis-nous en quoi il sera différent. Non, mais notamment parce qu'en fait, il est trop incertain en fait. Non, mais le temps de l'histoire est plus le même. C'est-à-dire que oui, on peut toujours aller chercher des points de comparaison avec ce qui s'est passé, et effectivement, on retrouvera tout un tas d'échos, notamment sur la question de l'accélération de l'histoire. Mais factuellement, l'accélération de l'histoire, elle est de plus en plus forte, et on a des entrepreneurs de l'accélération de l'histoire. On a des gens qui s'organisent pour que l'histoire aille de plus en plus vite. Je vais twister la question, si tu me permets, Olivier. Comment est-ce qu'on peut rendre l'histoire aujourd'hui un peu plus positive, ou les perspectives un peu plus positives aujourd'hui? Non, mais je pense qu'il y a des réponses collectives, il y a des réponses individuelles, voilà, qui reposent sur l'éthique, qui reposent sur la formation, de savoir comment on accompagne des personnes, comment on les forme. Quels moyens se dote une société pour s'organiser collectivement? Ce qui est sûr, c'est que on est face à des gens extrêmement agressifs, extrêmement déterminés, extrêmement équipés aussi, et qui ont une conception du futur et de ce que c'est le monde qui est à la fois hyper réductrice et en même temps très structurée. Mais comment est-ce que nous, en tant qu'individus, parce que ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on est face à des gens qui sont extrêmement structurés, mais nous, en tant qu'individus, au-delà de la formation, au-delà de ces choses-là, pardon, je vais utiliser un terme qui me concerne aussi, mais qui nous concerne tous, on fait un peu les moutons de tout ça. Et donc, comment est-ce qu'on sort un peu de ce côté mouton? Je pense que ça revient à la question de, finalement, la tech, ça produit quel monde? Et la tech, ça produit un monde qui est à la fois hyper connecté et hyper centralisé. Parce que c'est des moyens qui nous relient. Alors, pas l'entièreté du monde, mais en gros, il y a la moitié du monde qui est sous pavillon américain à travers les moyens de communication de la Silicon Valley. Il y a la moitié du monde qui vit à longueur de temps suivant les modes de civilité de la Silicon Valley. Allez sur LinkedIn, allez sur Facebook, regardez comment Amazon est organisé, juste le design de ces outils YouTube, même chose. On retrouve tout un tas de valeurs, de modes de civilité, de type d'esprit, de philosophie, même qui est encapsulé dans les plateformes et dans ces outils. Donc ça ne veut pas dire qu'on... déjà, il faut apprendre à le voir, il faut se poser la question de savoir si on veut vivre dans ce monde-là, et après, il faut arriver à prendre conscience, je crois, que, comme disait Bruno Latour, sociologue et philosophe français qui nous a quittés récemment, mais qui était très connu aux États-Unis et notamment en Californie, on est toujours plus nombreux qu'on ne pense.
Oui, mais ça, ce sont des questions que les gens n'ont pas envie de se poser parce que ça fait trop mal et ils ne voient pas d'alternative. Parce que se poser la question de faire un pas de côté sur tout ce qui m'entoure, c'est codifié, c'est américano-centré, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, potentiellement tu peux dire, finalement, je suis un petit peu un mouton, j'ai pas envie de suivre, mais je fais quoi ? Et effectivement, on est plus nombreux que ça. Il y a 15 mecs dans le monde qui sont américains qui semblent diriger notre destinée. On est bien plus nombreux, c'est cette fameuse majorité silencieuse qui a été évoquée aussi tout à l'heure. Mais pour pouvoir twister, ce que l'on entend en creux dans ton discours, c'est que c'est faisable, avec des leviers que l'on connaît qui sont effectivement la pédagogie, la formation, l'information. Mais finalement, c'est un temps très long. Et ces mecs-là ont une sacrée longueur d'avance sur nous. Oui, bien sûr, c'est ça le défi. Après, comment dire ? La modernité, c'est une époque de la crise, c'est une épreuve de la crise. Je veux dire, est-ce que notre période aujourd'hui, elle est plus critique que les années 1930 ? Est-ce qu'elle est plus critique que 1830 ? Est-ce qu'elle est plus critique que 1850 ? 1730 je sais pas. Elle est peut-être pas plus critique, mais elle est plus complexe. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Et vraisemblablement, cette complexité va... Le progrès, comme nous disait Saint-Just, le progrès est une idée neuve au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que jusque-là, on vivait sous le régime des institutions religieuses qui nous promettaient une seule chose, l'apocalypse. L'apocalypse, c'est quoi ? C'est la fin des temps. Mais c'est aussi la révélation. Et d'ailleurs, Peter Thiel, dans un papier publié en janvier dans le Financial Times, relie l'apocalypse en nous disant l'apocalypse, c'est pas la fin des temps, c'est la révélation. Oui. C'est la révélation. Et du coup, ça, c'est quelque chose de positif parce que la liberté va l'emporter. Je pense qu'effectivement, il faut arriver à refaire de la philosophie de l'histoire, à réussir à comprendre que le futur est devenu un enjeu politique. Donc pas juste le présent, pas juste l'organisation, l'assemblée, etc., mais arriver à construire des outils politiques qui se positionnent par rapport à l'instance qu'est le futur, et du coup à s'organiser en conséquence et peut-être du coup créer d'autres types d'institutions que celles qui nous ont accompagnés jusqu'aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement les partis politiques sont pas les meilleures institutions, peut-être que les journaux sont pas les mêmes institutions, peut-être même que les cours de justice sont pas les bonnes institutions pour faire ce travail-là. Okay. Moi j'ai une dernière question, je vois que l'heure tourne, mais je m'en serais voulu de pas te la poser. Il y a un endroit quand même où on essaie de se bouger, d'opposer cette résistance, c'est en Europe. Et du coup, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que notamment le DSA, on va parvenir à le faire imposer alors qu'on voit bien qu'on est en train de négocier certaines libertés de la tech contre du gaz américain en particulier ? Merci. Ou est-ce que le DSA, ou est-ce que c'est peine perdue du fait de ces négociations ? Non, mais c'est pas peine perdue. Je veux dire, c'est peine gagnée. Et d'ailleurs, y compris au sein de la Silicon Valley, moi j'ai entendu souvent des gens dire, franchement, je respecte le travail qui est fait en Europe. Et voilà, parce que d'un point de vue on va arriver réaliste, à l'imposer, tu penses ? À l'échelle européenne, en tout cas. Ou est-ce que les Américains vont le copier ? Les textes existent, ils vont rentrer, ils ont commencé à rentrer en application et ils vont continuer à l'être. Après, c'est des textes pour l'instant qui n'ont pas de jurisprudence, donc on va voir comment les choses vont se passer. Ça va être une bataille très serrée, et dans un monde effectivement qui est plus complexe, mais qui est aussi en recomposition. Et une des questions est de savoir comment les nouvelles alliances vont se créer. Je pense que aussi c'est important. Peut-être que ce moment va être un moment de révélation ou d'apocalypse, comme dirait Peter Thiel, pour l'Union européenne. Alors soit elle va se déchirer, soit elle va commencer à se voir comme un seul et même pays. Ce qui est à l'échelle de l'histoire de l'Union européenne et serait vraiment un miracle, je veux dire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union européenne, c'est un bébé. C'est vraiment un bébé, et un bébé qui est né du chaos, qui est né de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, dont l'objectif, et donc l'unique objectif en fait, c'était de faire la paix avec le marché. C'est de faire la paix. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est aussi de créer un marché commun. Créer un marché à partir de normes, et c'est vrai que l'Union européenne, en fait, elle n'a pas beaucoup d'autres outils que de normaliser, donc de produire des normes. En fait, c'est vrai, c'est ce qu'on lui, c'est un objet de blague. C'est une ministre italienne qui avait fait cette blague en disant les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Union européenne réglemente. Elle est restée cette blague. Ouais, mais elle est juste. Fait mal, Et il faut pas dévaloriser systématiquement ce type d'activité parce qu'il a aussi ses vertus. Parce que en fait, et ça, je pense que c'est une idée qui est compliquée à comprendre, c'est que en créant des normes, en fait, pour produire des normes, il faut créer une assemblée. En créant une assemblée, même si vous avez des gens qui sont pas d'accord, vous obligez des gens à être ensemble.
Voilà. Et c'est en étant ensemble, même si on n'est pas d'accord, même si c'est très long, même si c'est incohérent, même si c'est complexe, qu'on peut créer la paix. Écoute, je pense que là, on va garder ce mot-là comme étant ça, le mot de la fin. On est parfait. C'est parfait. Olivier, un grand merci pour avoir partagé toutes tes réflexions, toute ton histoire, toute ton expérience avec nous. C'était un épisode passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, peut-être pour un autre épisode. Merci encore. Merci à vous. Merci Olivier. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, merci restez Olivier. bien en ligne, c'est l'heure du débrief. Merci, à bientôt Olivier, bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Salut. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Je ne sais plus très bien si on avait déjà reçu un sociologue du CNRS en 4 saisons, la première. Chez Vivaldi, non, chez French Tech. C'est un sociologue historien en plus. Sociologue historien. Et alors justement, c'est là que je voulais en revenir. C'est que il nous a quand même lâché un truc très intéressant. On se souvient pas, mais seul. finalement, non, mais à la fin, c'est que au final, l'idée de progrès, c'est très récent, c'est très moderne, ça date du XVIIIe siècle. Oui. C'est injuste et il nous invite à refaire de la philosophie de l'histoire. Voilà. Bon, donc moi ça m'a marqué. Je trouve qu'on a une certaine évolution qui m'intéresse aussi pas mal. C'est comment est-ce que la tech aujourd'hui, qui était un milieu de geeks et boutonneux de l'époque, moi en tout cas c'était mon époque, quand on était dans la tech, on était des boutonneux et qui aujourd'hui sont en train de prendre le monde. Ingénieur informatique. Exactement. Et combien est-ce qu'on en a souffert là-dessus. Et aujourd'hui, moi, on réassiste à la remise en avant, non plus des ingénieurs informaticiens, parce qu'on en entend parler partout, mais des philosophes. Et bon sang, ça fait du bien d'un peu de philosophie. Bon, après, on a peut-être un spectre un peu particulier, nous, dans French Tech, puisqu'on s'y intéresse beaucoup. Probablement. Il a dit un truc qui était assez notable. Le pouvoir de la tech a été sous-estimé. Et ça, j'ai trouvé ça très, très fort. C'est le début. Parce que c'est le début dans les années 90. C'est le début dans les années 90, certainement. Oui. Dans les années 2000, j'allais dire aussi, mais ça commençait un peu plus à se voir. Un petit peu plus, ouais. Mais dans les années 80, il y a vraiment un truc où on n'a pas vu le courant arriver, où personne n'a vu ce courant arriver, peut-être du fait de l'image des ingénieurs informaticiens de l'époque que tu évoquais. Laisse tomber, ouais, c'est ça. Laisse-le à la cave. Laisse-le à la cave, il va bien se dérouler. Mais c'est une prise de pouvoir fantastique. Et l'autre truc vraiment que je me suis dit pendant l'épisode, mais j'en ai même parlé pendant l'épisode, si on prend 2 secondes de recul sur nos épisodes, on est à 4e saison, hein, on a moult fois parlé des risques de la tech, de qu'est-ce qui était en train de se passer. Mais là, ça y est, il y a une prise de pouvoir littérale. C'est ça qui est dingue. Alors après, moi, ce que je retiens surtout, c'est que dans cette histoire-là, on n'a pas vu la tech débouler, prendre le pouvoir, etc. C'est précisément parce que on peut avoir tendance à confondre prise de pouvoir de la tech parce que maintenant Elon Musk, Trump, etc. Mais ce pouvoir a été incrémental, c'est-à-dire qu'il s'est installé au fur et à mesure, il a sédimenté. Mais c'est ça qui est ce fameux millefeuille. Tu as raison, c'est là où il est revenu et ce que j'ai trouvé hyper intéressant sur le sujet, c'est que ça a commencé par la culture. Et avec un message de libération, donc fédérateur autour de tout ça. La culture, c'est ce qu'on avait presque tous à l'époque. Et donc derrière, c'est comme ça qu'on est commencé à rentrer dedans. Avec un message libérateur où effectivement, moi je me souviens, les premiers hackers qui étaient là, c'était pour dire on veut tout savoir, on veut tout connaître. Globalement, le mouvement de cybernétique, c'était ça. Et de fait, en l'espace de 30-40 ans, on a vu une espèce de glissement entre une Silicon Valley, pour ne parler entre guillemets que d'elle, qui était plutôt hyper cool, rebelle, qui voulait s'affranchir de tout un tas d'institutions. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est qu'au final, le vrai pouvoir de la tech, c'est d'avoir balayé les institutions d'hier, cette fameuse disruption, ubérisation, etc., pour finalement devenir elle-même la nouvelle institution ou les nouvelles institutions. T'as raison, mais ce qui est encore plus frappant, moi je trouvais que c'était le dernier point, c'était pour devenir une propre institution, mais sauf que la tech, elle n'a pas de modèle social, et c'est probablement ce qui manque le plus. C'est-à-dire que c'est fait d'individus et uniquement d'individus, mais ça fait pas société, ça. Non, c'est un gang. C'est clair. Mais il a bien rappelé quand même, on est plus nombreux que ce qu'on pense. Exactement. Ça donne une la touche force est dans le d'espoir. nombre. Et ce qu'il disait aussi, c'est qu'il donne la touche d'espoir. Et on est là pour ça chez French Tech. C'est le temps de l'éducation. Sauf que le temps de l'éducation, ça prend 25 ans. Les amis, on en est à notre 4e saison. Encore 21 saisons. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Et ça nous fait plaisir. Et après, on pourra vraiment être les papis de la tech. Ouais, on sera les papis de la tech. Et en parlant de papis, moi, j'ai quand même noté un truc parce que ça me semble important. C'est toujours très important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et quand même, les barons voleurs de l'industrie, de la révolution industrielle, auxquels on peut quand même un petit peu comparer cette espèce de nouvelle oligarchie de la tech, eh bien, d'une part,
Ils ont cessé d'être les barons quand la régulation s'est mise en place, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans l'industrie de l'automobile, dans même la finance, plus récemment. Repensez à la crise des subprimes. Mais il nous dit qu'à leur époque, ils avaient probablement finalement plus de pouvoir encore que n'en ont les patrons de la tech aujourd'hui. Il nous dit la tech a infusé dans bien plus de couches de la société que par exemple les Rockefeller, etc. Mais eux pesaient encore plus lourd. Rockefeller, c'était 5% du PIB américain et ils n'y sont pas encore, nos amis Zuckerberg et Musk. French Tech. Et voilà, nous avons passé plus ou moins 60 minutes ensemble pour exercer notre esprit critique sur les enjeux de la tech et de la sociologie de manière globale. On espère que cet épisode avec Olivier Alexandre vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech plus éthique. On rappelle son livre « La tech, quand la Silicon Valley refait le monde » paru en 2023 aux éditions Seuil. Pour finir cet épisode dans beauté, participez et soutenez le collectif pour propager l'esprit critique par un avis critique sur notre plateforme de vidéo ou une note sur notre plateforme de podcast et la vôtre préférée. Et pour vous, et parce qu'il faut travailler notre esprit critique, je vous laisse avec une petite citation de Steve Jobs. Et ouais, on reste dans le thème. J'échangerai toute ma technologie pour un après-midi avec Socrate. Chiche.